Lorsque deux plongeurs spéléologues expérimentés entreprennent une mission dangereuse pour cartographier une grotte inexplorée, ils sont stupéfaits de se retrouver confrontés à une série de situations périlleuses qui mènent à un événement catastrophique. Voici l'effondrement fatal de la tragédie du Blue Hole de Santa Rosa. Le désir d'explorer des passages inconnus dans les grottes est difficile à comprendre sans être plongeur spéléologue. Il faut de nombreuses années et des centaines d'heures pour être certifié et suffisamment expérimenté afin d'envisager d'explorer des tunnels de grottes inconnus. Des dizaines de plongeurs pensant être prêts à tout ont perdu la vie dans ce travail. Le Blue Hole de Santa Rosa au Nouveau-Mexique est un superbe site pour la plongée et l'entraînement des nageurs. Ces eaux claires de 24 mètres alimentées par une source en font un site idéal pour l'entraînement à la plongée. Seuls quelques privilégiés ont découvert les mystères sous le sol rocheux du gouffre. Pendant 40 ans, une grille métallique a bloqué l'entrée du labyrinthe de grottes en dessous pour empêcher l'accès des plongeurs curieux. En 1976, 2 plongeurs sont morts dans les tunnels étroits de la grotte et leurs corps ont été retrouvés après des semaines de recherche. La police avait dressé des cartes des tunnels explorés et des zones trop étroites pour être fouillées. Après les recherches et la récupération épuisantes, les grottes du Trou Bleu ont été définitivement fermées aux plongeurs. Le corps des ingénieurs de l'armée a déversé des rochers à l'entrée et l'a recouverte d'une grille métallique afin d'éliminer tout risque supplémentaire pour des vies dans les grottes. Les tunnels ont été oubliés pendant des décennies, jusqu'en 2013 quand la Fondation Aéroport de Montréal Exploration a demandé de retirer la grille pour permettre aux experts de cartographier les grottes. On pensait que ce trou bleu serait un excellent site de plongée souterraine s'il pouvait évaluer les passages. Il a fallu plusieurs années de travail rien que pour excaver les roches et les débris qui obstruaient l'ouverture avant que de véritables explorations puissent être menées. En 2016, le groupe avait une équipe de 10 plongeurs prête pour 3 jours de cartographie des chambres et tunnels de la grotte. Mike Young et Shane Thompson étaient 2 spéléologues expérimentés capables de faire ce travail. Ils avaient des décennies d'expérience et figurant parmi les plongeurs spéléologues les plus expérimentés au monde. Le 26 mars, Mike et Shane étaient prêts pour leur dernier jour de plongée au Blue Hole de Santa Rosa. Ces derniers jours, ils avaient fait plusieurs plongées chargées pour trouver des passages, mais cela ne s'était pas passé comme prévu. Ce réseau de grottes évoquait un amas de blocs et de cailloux avec de rares passages étroits au sommet. Des blocs gros comme des voitures formaient une colonne de 36 mètres de profondeur sans passage sûr. C'était décevant que cette grotte ne convienne pas aux plongeurs de loisirs, mais Mike était content de l'avoir examinée pour vérifier si certains passages étaient récupérables. Le plan était de passer une étroite restriction à 43 mètres, puis une seconde à 50 mètres. Shane ne passerait pas la seconde restriction, mais attendrait simplement Mike dans la zone dégagée. Shane portait sa caméra GoPro pour enregistrer ce dernier voyage dans le labyrinthe rocheux du Blue Hole. 5 passages étroits séparaient encore l'étranglement à 50 mètres de profondeur du point terminal cartographié dans la grotte. Mike faisait un dernier tour pour vérifier les passages possibles et récupérer son moulinet pour finir l'expédition. Mike a suivi la ligne posée récemment et a habilement traversé chaque étranglement avec ses bouteilles latérales. Il avait une bouteille d'air de type recycleur qui était attachée sous ses bras le long de son flanc alors qu'il se tordait et se frayait un chemin à travers l'étrange labyrinthe de rochers qui l'entouraient. Un système recycleur retient l'air expiré qui contient encore la majeure partie de l'oxygène inhalé. Le système retire le dioxyde de carbone de l'air pour le rendre à nouveau respirable. Ce système fermé permet aux plongeurs de rester sous l'eau bien plus longtemps qu'avec des bouteilles à circuit ouvert. La veille, Mike avait déjà plongé à plus de 50 mètres et savait qu'il n'y avait que des passages étroits, sans grand intérêt. Shane était derrière Mike alors qu'ils approchaient du passage étroit. Mike leva la main pour indiquer du poids ici, puis il se retourna et se faufila à travers le petit trou. Dès que ses palmes disparurent au loin, Shane décida de le suivre. Ce n'était pas prévu dans le plan. Mike n'en aurait aucune idée, mais Shane décida impulsivement d'aller vérifier lui-même. Les balises longeaient le chemin accidenté, grimpaient au d'énormes rochers puis redescendaient avec des virages serrés entre des tas de pierres dans un passage étroit de moins d'1 mètre. L'eau était trouble, mais Shane suivait sa ligne pour atteindre la fin. Shane aperçut une nouvelle restriction devant lui et hésita. Elle semblait étroite.
Il tourna légèrement son corps sur le côté et se hissa le long des rochers sur les côtés. Son recycleur dorsal se coinçait sur une roche au sommet du tunnel. Un bras tendu devant lui, l'autre longeant son flanc touchait la paroi. Il se tordait et se retournait, essayant de trouver la bonne orientation pour dégager l'obstacle, quand il s'est retrouvé coincé contre la paroi du tunnel. Il a tiré doucement, puis tenté de se tourner de chaque côté. Rien ne s'est passé. Il a tenté de reculer en poussant contre les rochers, mais son équipement l'est heurté derrière lui. Il savait que tout dommage au recycleur pourrait être catastrophique, donc il ne voulait pas aller trop loin. Il tirait et poussait, puis il a remarqué que sa respiration devenait plus rapide et plus superficielle. Shane avait des années d'expérience, mais restait bloquée active une réaction primitive du cerveau. L'instinct de survie. Il bougeait plus frénétiquement et négligemment avec son équipement. Le bras de Mike a soudain heurté sa tête, et ils se sont retrouvés face à face dans cet espace étroit. Sean, les yeux écarquillés, a été soulagé de ne pas être seul à 60 mètres de profondeur. Il a dit à Mike qu'il était coincé et avait besoin d'aide. Mike a essayé certaines des mêmes manœuvres pour le sortir de là, mais après quelques minutes à pousser et tirer, les deux hommes étaient nerveux. Shane était bloqué et Mike ne pouvait sortir sans sa libération. Finalement, Mike a aidé Shane à libérer son recycleur en le tournant, tirant fort pendant que Shane poussait avec sa main coincée. Il a traversé le tunnel et rejoint la petite salle terminale avec Mike dans un élan. La pièce ne faisait que quelques pieds de large, juste assez pour se retourner. Shane se calmait mais restait secoué. Mike ne comprenait pas pourquoi il était dans cette partie de la grotte, et Shane savait avoir fait une erreur. Il portait un recycleur monté sur le dos, tandis que Mike en avait un monté sur le côté. Cette différence offrait à Mike plus de contrôle pour se placer avec son équipement dans ces espaces étroits. Mike a dit que Shane devait passer en premier et ressortir par la restriction où il était coincé. Cette fois, il a glissé sans se retrouver piégé. Mike a quitté la salle et traversé seul le passage difficile avant de ressentir la pire sensation pour un plongeur spéléologue dans une grotte vaseuse. Shane avait si violemment tiré sur le fil d'Ariane qu'il a échappé à Mike, le rendant aveugle dans le labyrinthe de rochers du trou bleu. Mike a cherché frénétiquement le fil autour de lui, mais n'a rien trouvé. Il était en difficulté. Shane avait suivi le fil d'Ariane à travers les prochains virages et détours du chemin, puis avait dû se faufiler à travers une autre étroiture. Il y était entré facilement, mais la peur d'être resté coincé restait vive dans son esprit. Il s'est tiré rapidement à travers, et le fil d'Ariane s'est enroulé autour de ses jambes, le tirant brusquement vers l'avant dans un mouvement rapide et inattendu. Shane s'est libéré de l'enchevêtrement, mais a perdu le fil. Son rythme cardiaque s'est accéléré et sa respiration a de nouveau commencé à s'accélérer. Dans un recycleur, cela peut être très dangereux. Des respirations rapides peuvent entraîner une accumulation de monoxyde de carbone, dans le masque, potentiellement mortel si le filtre ne l'élimine pas. La respiration contrôlée est la compétence essentielle pour utiliser un recycleur. Shane en était conscient et tenta de se calmer pour retrouver le contrôle. Il se sentait paniqué, et pour de bonnes raisons. Il chercha autour des rochers pour localiser la ligne, mais ne trouva que des trous trop petits pour un plongeur. Il avait l'impression d'être enfermé dans un cercueil, percé de quelques trous. Il pouvait voir à l'extérieur et même passer un bras à travers pour tâtonner à la recherche de la ligne, mais il ne pouvait pas s'échapper. Il hyperventilait, conscient du danger, mais ne parvenait pas à s'arrêter. Il fouillait désespérément les trous pour trouver la ligne quand il fut soudain surpris par ce qu'il toucha. C'était Mike. Paniqué, il agrippa Mike si fort que ce dernier en fut alarmé. Mike observa par le trou, Shane paniquait et s'agitait. Il a contourné les rochers pour trouver une ouverture menant à l'endroit où Shane était coincé. Tous les trous étaient trop petits, mais Shane avait quand même réussi à entrer dans la zone quelques minutes plus tôt. Mike est descendu et a trouvé un passage. Il a attrapé Shane par l'épaule et l'a retourné. Shane s'est précipité vers Mike et a nagé sous lui pour échapper au piège. En dépassant Mike dans le tunnel, il a compris qu'il avait encore fait une erreur. Ce passage se rétrécissait, et il était pressé contre le corps de son ami sans aucun moyen d'avancer. Il s'est débattu et a donné des coups de pied. Pris dans une lutte entre la vie et la mort, Shane avait perdu tout son calme. Il a déchiré son costume et s'est écorché le corps contre les rochers en dessous de lui. Il s'est dégagé d'un coup sec et a donné un coup de pied de toutes ses forces.
La corde était juste devant lui, et il était désespéré de sortir de ce labyrinthe de rochers et peut-être de survivre à cet enchaînement de mauvaises décisions. Il avançait rapidement, trop vite pour être en sécurité, mais son expérience et ses connaissances en plongée souterraine ne comptaient plus à ce moment-là. Il voulait s'enfuir, sa respiration trop rapide dépassait la capacité de son recycleur. Il prit sa bouteille de secours et respira l'air comprimé de sa réserve d'urgence. Avec cette méthode, l'air expiré remontait à la surface et le dioxyde de carbone s'échappait, quelle que soit la vitesse d'inspiration. Il affronta la prochaine restriction, s'élança et tira les rochers devant lui avec force. C'était une erreur catastrophique. Il était coincé. Pour la 3e fois de cette plongée, il s'était coincé dans un espace trop étroit pour un plongeur et sa bouteille. Son corps était compressé de partout et Shane était perdu. Il se débattait et tirait dans l'eau trouble sans savoir exactement où il se trouvait, ni si Mike le retrouverait un jour. En traversant le second passage, Mike a perdu la corde de guidage, tirée si fort qu'elle a disparu dans la vase. Il a commencé à tâtonner autour des rochers, à proximité immédiate, mais n'a rien trouvé. De petits espaces entre les rochers laissaient en passer la corde, ce qui semblait l'attendre. Il ne voulait pas trop avancer sans cette corde. Il y avait des endroits sans issue et des passages étroits qui pouvaient te tromper en ressemblant au chemin, mais qui ne l'étaient pas. Tu pourrais te retrouver à te faufiler dans un endroit sans possibilité de faire demi-tour et sans issue. Franchement, Mike commençait à paniquer un peu. Il connaissait le danger de se déplacer dans la mauvaise direction et il se rappelait de faire calmement le prochain mouvement. Mike nagea vers la surface et chercha des ouvertures. Il est passé par une ouverture au-dessus du chemin et a ressenti un immense soulagement quand la ligne est soudain apparue. Il l'a suivie à travers la restriction devant lui. Il a attrapé la roche pour grimper, quand une main est sortie d'un trou et l'a saisie fermement, le surprenant et le troublant. Il a regardé à l'intérieur et a vu Shane, complètement paniqué et frénétique, piégé loin de la ligne. Peu importe votre niveau d'expérience, tout le monde est susceptible de succomber à l'instinct de survie du corps. Les neurotransmetteurs, hormones et molécules de stress envahissant l'organisme, inondant le cerveau de signaux de combat ou fuite. L'analyse rationnelle cesse, laissant place à la prise de conscience de votre position. La fuite devient la seule préoccupation. Mike était bien conscient de l'état d'esprit dans lequel Shane pouvait se trouver, mais il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Mike saisit l'ouverture et attrapa l'épaule de Shane. Quand il le toucha, Shane, les yeux fous, rampa si vite vers la ligne qu'il coinça les deux hommes. Mike faisait face à la poche, tandis que Shane nagea dessous pour saisir la ligne. Cela fit que les hommes se retrouvèrent empilés tête bêche dans un passage étroit à plus de 180 pieds sous la surface. Shane se débattait, donnant des coups de pied pour échapper au piège, tandis que Mike protégeait son visage des talons qui le frappaient violemment. L'irréalité de cette situation était difficile à saisir. Livrés à eux-mêmes, les deux hommes devaient être libérés rapidement pour éviter une catastrophe. Mike a réussi à trouver un endroit au-dessus pour pousser avec ses jambes et donner à Shane l'espace nécessaire pour faire passer ses hanches au-delà des rochers saillants. Quand Shane est passé, Mike est tombé dans le trou sous eux. Il était littéralement stupéfait. Il lui a fallu quelques instants pour reprendre ses esprits. Il s'est rendu compte qu'il allait bien et que son équipement était en grande partie encore intact. Une valve de sa combinaison avait été arrachée, donc de l'eau à 52 degrés s'infiltrait maintenant à l'intérieur, augmentant considérablement le risque d'hypothermie. Il avait aussi perdu une palme et a dû chercher autour de lui pour la retrouver. Il a ensuite pris quelques respirations et a décidé immédiatement qu'il ne ferait pas un seul mouvement sans un objectif clair pour sortir de ce labyrinthe de rochers. Il était encore sans fil d'Ariane, risquant la mort dans une grotte pleine de vases. Il est monté méthodiquement, trouvant des passages raisonnables pour avancer, et cela en seulement quelques mouvements. Il a encore eu la chance de retrouver le fil d'Ariane dans le passage au-dessus. Il a suivi le fil à travers la restriction. Il n'avait pas vu Shane depuis un moment, mais pensait qu'il était devant lui. Mike sentait le fil bouger, signe que Shane avançait aussi vers la sortie sur le guide. Lorsque Mike atteignit le point d'attache suivant, le mouvement cessa. Il s'inquiéta aussitôt, car cela montrait que Shane était en fait derrière lui, encore sur la portion précédente du fil d'Ariane. Mike se retourna et redescendit. Il s'inquiétait pour Shane.
Sa précédente panique avait été fatale pour eux deux. Mike dut se faufiler dans un passage étroit et suivre la corde pour redescendre dans le dédale de rochers. Soudain, la corde s'immobilisa. Mike ne sentait plus aucun mouvement. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Shane avait des ennuis. Mike avance jusqu'à une scène choquante. Shane était coincé dans une contrainte étroite et il ne bougeait pas. Il n'avait plus son détendeur de recycleur et sa bouteille de secours était déployée. Sa combinaison de plongée était déchirée et le cordon de son ordinateur arraché. Shane s'était clairement débattu de toutes ses forces frein à non pour se libérer, mais malheureusement, Shane était mort. Mike a vérifié Shane et a essayé de retirer son équipement pour le libérer, mais il est vite devenu évident qu'il devait remonter pour commencer les paliers de décompression et prévenir tout le monde de ce qui s'était passé. Après des heures de décompression et de réchauffement, Mike a pu expliquer en sécurité ce qui s'était passé. Étant le seul plongeur à avoir dépassé 140 pieds, il devrait récupérer le corps de Shane le lendemain. La GoPro montrait tout ce que Mike avait décrit et ce qui était arrivé à Shane avant sa mort. Après leur dégagement, Shane avait surchargé son recycleur et utilisé sa bouteille de secours. Il s'agissait d'une bouteille de plongée traditionnelle avec une réserve d'air limitée. Après s'être retrouvé coincé, Shane avait épuisé sa réserve d'air et, malheureusement, il a suffoqué avant d'être retrouvé. Malgré des années d'expérience, il a quand même paniqué. Les incidents presque évités avant ce moment ont mis Shane en panique, et cela l'a trahi lors de la dernière urgence.